Bien, bonjour à tous et d'abord merci à l'association SPS pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Alors je vais vous proposer un regard un petit peu différent car je ne suis pas soignant, je ne suis pas dans le domaine de la santé, enfin, dans le secteur de la santé, mais donc je vais vous proposer un regard d'économiste sur la prévention et notamment voilà, une analyse aussi un peu presque même budgétaire en fait de la prévention, parce que là on a parlé beaucoup d'actions de prévention, de politique de prévention. On va repartir d'ici avec plein de très bonnes idées, j'en suis sûr, mais se pose toujours au bout d'un moment la question du budget, ben oui, si on veut avancer, et aussi l'argent. Vous verrez, quand on veut faire changer les choses, est quand même toujours assez moteur, donc notamment quand on peut faire des économies. Et parce qu'effectivement, quand on parle de prévention, dans le débat public, c'est souvent abordé comme une dépense qui pèse sur l'État, mais après, parfois, des fois, on dit, mais en fait, la prévention, c'est pas juste une dépense, c'est aussi un investissement. Voilà. L'idée étant qu'on évite des maladies sur le long terme et que du coup, sur le long terme, on se soigne moins et qu'on fait des économies. C'est ce qu'on entend beaucoup en débat public. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas, on manquait un peu d'objectivité, de données, en tout cas notamment à l'échelle macro de la France sur cette question. Et c'est la question qu'on s'est posée à CRS. En tout cas, on a été invité par l'association French Care à se poser la question de quels seraient en fait les bénéfices sanitaires, mais aussi économiques, à s'améliorer en prévention, à améliorer nos politiques de prévention. Donc on a abordé cette question en 3 temps. Le premier temps, c'est qu'on a d'abord fait un bilan de la prévention en France, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, combien on dépense, et aussi quelles sont nos performances si on se compare à des pays comparables. Le deuxième temps, c'est qu'on a essayé d'estimer quelle était la part des maladies en France qui étaient évitables, et donc du coup qui étaient attribuables à un certain manque de prévention. Manque de prévention, c'est-à-dire manque de dépistage, manque de vaccination, et surtout, on reviendra dessus, à des comportements disons inadaptés, à des facteurs de risque comportementaux. Et le troisième point, c'était de traduire en fait tout ça, cet effet sanitaire en effet économique. Donc c'est ce que je vous propose de faire tout de suite. Alors on va commencer avec le bilan. Donc on s'est intéressé uniquement à des indicateurs pour lesquels, disons à des actions de prévention pour lesquelles on avait des indicateurs internationaux et standardisés, parce que c'est important de pouvoir en fait se comparer avec d'autres pays développés et notamment essentiellement de l'OCDE. Ça a déjà pas mal restreint le champ d'intervention, le champ de notre étude, et c'est peut-être même le premier enseignement de cette étude, parce qu'on a retenu 15 indicateurs, donc qui regroupent un tas d'actions de prévention en rapport avec les comportements, donc qui visent à améliorer les comportements, la consommation de tabac, réduire la consommation de tabac, d'alcool, améliorer l'alimentation, le dépistage et aussi la vaccination. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 15 indicateurs, en fait, ils ne représentent que 1,4 milliard d'euros de dépenses en France, pour des dépenses totales de prévention qui sont estimées à 14 milliards d'euros en 2020, hors Covid, je précise. On a retiré le Covid de cette analyse parce que c'est assez exceptionnel et on s'intéressait surtout à... C'est celui-là, c'est que sur tout ce qu'on dépense en prévention en France, en fait, on n'a que 10% qui est suivi par des indicateurs de prévention internationaux et standardisés. Un autre petit point sur les dépenses aussi de prévention, c'est que si on regarde depuis 2013, elles sont à peu près stables. Ça varie un peu d'une année à l'autre, mais entre 2013 et 2020, ça n'augmente pas vraiment, ça diminue même très légèrement. Et on peut dire qu'en relatif, ça diminue parce que les dépenses de prévention sont stables, mais la population augmente. Donc ça pose une vraie question, parce qu'on parle de plus en plus de faire le virage de la prévention, de passer du curatif au préventif. Dans les faits, sur 7 ans, en fait, ça n'a pas trop évolué. Maintenant, si on regarde du coup, ces 15 indicateurs de prévention, et notamment nos performances, alors là, je vais peut-être passer assez vite parce que je pense que vous êtes un peu familier avec le sujet si vous êtes dans la santé. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà sur les comportements, alors c'est assez hétérogène. Il y a un domaine dans lequel on n'est vraiment pas bon, c'est le tabac. Alors, 26% aux dernières nouvelles des Français sont des consommateurs quotidiens, fument quotidiennement, contre 16% en moyenne dans le C2.
Il n'y a qu'un pays qui fait moins bien que nous, et je ne sais plus lequel c'est. Mais bon, en tout cas, on n'est pas bien placé du tout. Sur l'alcool, c'est pareil, on n'est pas très vertueux. Voilà, c'est aussi une question de culture, j'imagine. Par contre, en termes d'alimentation, si on regarde la consommation de fruits et légumes, on se place plutôt bien par rapport, enfin même mieux que la moyenne de l'OCDE. Sur l'activité physique, on est à peu près dans la moyenne. Donc voilà, ça dépend des indicateurs qu'on prend. Sur tout ce qui est dépistage, alors là, il y en a surtout les dépistages des cancers organisés pour lesquels dépistage organisé des cancers, pardon, pour lesquels on a des données. Là, globalement, il y a quand même beaucoup de progrès à faire. C'est-à-dire soit on est en dessous de la moyenne de CE2, soit en fait, quand on prend une perspective, disons, on regarde l'évolution dans le temps, on stagne ou on s'améliore, ou la situation s'aggrave. Donc il y a quand même pas mal de progrès à faire. Et sur la vaccination, alors il y a un vaccin en particulier sur lequel il faut vraiment qu'on s'améliore. Je pense que vous savez lequel c'est. C'est le vaccin contre les papillomavirus. Alors la dernière fois que j'ai regardé, on était encore très en dessous de la moyenne des pays développés. Le point positif, c'est que ça progresse, on s'améliore quand même assez vite. Nous, notre étude, on s'est appuyé sur des données de 2020. On était très dans le sas de la moyenne. Là, on commence à un petit peu rattraper notre retard parce qu'il y a des choses qui ont été faites entre-temps. Donc c'est assez positif. Mais en termes de vaccination, c'est essentiellement là où, effectivement, on pêche en France. Et donc le deuxième enseignement de cette étude, c'est que sur quasiment tous les indicateurs de prévention qu'on a regardés, on a une marge de progression quand même assez importante. Donc sur 12 sur 15, on peut de manière réaliste espérer s'améliorer. Et les 3 qui restent, c'est des vaccins type rougeole, tétanos, diphtérie, pour lesquels on a déjà atteint quasiment la couverture complète. Et donc c'est pas un sujet. Mais donc voilà, sur tous ces autres indicateurs, on peut encore s'améliorer. Parfois, on est plutôt assez bien placé, parfois on est très en retard, mais dans tous les cas, il y a toujours une marge de progression. Du coup, le deuxième point, la deuxième partie de ce travail, c'était d'évaluer quelle est la part en fait des pathologies aujourd'hui, des nouveaux cas de pathologies qu'on pourrait éviter ou qu'on peut attribuer, disons, au manque de prévention. Alors là, je vais faire un tout petit point de méthode, mais je vais essayer d'être quand même assez rapide pour pas être trop ennuyant, mais quand même c'est important de comprendre comment on a fait. On s'est appuyé sur une notion épidémiologique de la fraction attribuable du risque. C'est une formule en fait qui permet d'estimer quelle est la part pour une maladie, la part des cas d'une maladie qui est attribuable à un facteur de risque, à l'exposition à un facteur de risque en particulier. Et en fait, pour appliquer cette formule, on a besoin de 2 données clés. La première, c'est la prévalence de cette maladie. Donc ça se trouve généralement assez facilement. La deuxième, c'est les risques relatifs, c'est-à-dire par exemple le risque d'une personne qui fume d'attraper un cancer par rapport à une personne qui ne fume pas. Et donc il faut ces 2 données pour chaque maladie et pour chaque facteur de risque, ce qui nous a conduit à faire une revue de littérature assez vaste, assez importante pour obtenir ces données-là. Et c'est aussi ce qui a un peu limité, disons, le périmètre de notre étude et de notre analyse. Et là, j'insiste du coup sur un point important pour la suite des résultats, c'est qu'on ne présente pas l'exhaustivité parce qu'on n'a pas pu traiter tous les sujets. En fait, on a traité 10 pathologies et 6 facteurs de risque au total. Mais il y a certains facteurs de risque, notamment l'alcool, qu'on a eu du mal à traiter pour des questions techniques, d'autres pathologies sur lesquelles il nous manquait des données. Donc, les résultats que je vais présenter tout de suite, en fait, il faut avoir en tête que c'est assez conservateur parce qu'on a bien sûr pas pu tout prendre en compte. Ensuite, pour le dépistage, on s'est appuyé sur les taux de détection, et pour la vaccination anti-HPV, on a repris des travaux qui ont déjà été réalisés par Santé publique France. Alors, le résultat de cette analyse, c'est qu'il y a 1 million de nouveaux cas qui sont évitables chaque année en France, de nouveaux cas de maladies très diverses. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce bilan, en fait, le dépistage et la vaccination jouent très peu, c'est surtout les comportements. En fait. C'est surtout les comportements auxquels on peut attribuer énormément de maladies.
On estime par exemple que, je vais faire passer les chiffres assez rapidement, mais si vous voulez plus de détails, vous pouvez bien sûr aller voir dans l'étude. On estime par exemple qu'il y a près de 975 000 maladies cardiovasculaires qu'on pourrait éviter si on améliorait nos comportements, donc si on était exemplaire du point de vue de nos comportements, de nos habitudes de vie. 500 000 dépressions, 117 000 cancers, 78 000 BPCO, 62 000 nouveaux cas de diabète et 30 000 autres nouveaux cas de maladies. En comparaison, on estime qu'on pourrait éviter chaque année 20 000 nouveaux cas de cancer grâce au dépistage. Donc, le troisième enseignement de cette étude, c'est que l'amélioration des comportements, de nos habitudes de vie, et finalement la prévention primaire, comme on l'appelle dans le milieu, c'est le levier en fait principal pour obtenir des résultats massifs en matière de santé publique. Et du coup, on va le voir après, aussi en matière des résultats en matière d'économie budgétaire. Et je dirais même plus loin, c'est que sur tous les facteurs de risque comportementaux qu'on a étudiés, il y en a 3 qui sont responsables de 85% des cas évitables. C'est le tabac, le manque d'activité physique et le surpoids qu'on a classé dans les facteurs de risque comportementaux, même si je sais qu'il y a débat, mais pour des sujets, pour un sujet de simplicité, on a fait ainsi, mais voilà. Il y a 3 facteurs de risque qui expliquent 85% des maladies évitables, 85% de cette incidence-là. Et c'est très significatif. Et ensuite, la dernière étape, c'est de traduire ces bénéfices sanitaires en économie potentielle. Alors là-dessus, on a fait 2 scénarios. Donc, ça vous donne un peu une idée des priorités en matière de santé publique quand on se demande en fait, où est-ce qu'il faut mettre de l'argent. Et ensuite, j'insiste sur le terme économie brute, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a été parfois un peu mal compris dans l'étude, mais là, en fait, on a regardé uniquement les dépenses de santé qu'on éviterait pour l'assurance maladie et pour les organismes complémentaires d'assurance maladie. Mais on ne s'est pas posé la question de combien il faudrait dépenser pour atteindre ces objectifs de santé. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte le coût d'actions de prévention. Donc, ce n'est pas une analyse coût-bénéfice. Et si vous voulez, un moyen peut-être d'interpréter ces résultats, c'est de se dire qu'on peut dépenser encore 5 milliards d'euros dans la prévention en santé. Si ça nous permet de nous aligner sur la moyenne de l'OCDE, là on n'est pas bon. Mais en fait, ça nous coûte 0, parce que du côté des dépenses de santé, on aura économisé 5 milliards. Donc sachant qu'on dépense 1,4 milliard sur ce volet-là, sur ce périmètre-là, c'est-à-dire qu'on peut multiplier par 3,5 nos dépenses actuelles. Donc, on a de la marge. Et donc, maintenant, il ne reste plus qu'à inventer, qu'à imaginer ces actions de prévention qui peuvent nous permettre d'atteindre ces résultats.